Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on vous souhaite la bienvenue comme tous les jeudis sur c'est les vraies voix qui font rouler la France avec Philippe David. On est ensemble jusqu'à 20h, ça va mon Philippe? Avec vous ça va toujours très bien. Ça roule même très bien pour les vraies voix qui font rouler la France. Vous faites la même vanne toutes les semaines, vous savez quand même. Ça s'appelle le comique de répétition. Ça va finir par faire rire les gens à un moment donné. Allez, au sommaire de cette émission, la mairie de Paris publie un arrêté instaurant dès lundi une zone de trafic limité dans l'hypercentre de la capitale pour libérer de l'espace public occupé par les voitures et réduire la pollution. Pierre Chasseret sera avec nous dans quelques instants, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Le constructeur suisse Micromobility Systems a dévoilé en 2023 sa Microlino. Pour le marché français, un quadricycle électrique urbain au look inspiré de la BMW iZeta des années 50. Notre invité sera Rémi Dumont, directeur général de Microlino France. Et puis le lancement de l'appel à candidature du Grand Prix ACF Autotech avec nous. Et en partenariat avec Sud Radio, Richard de Cabrol sera avec nous. Vous le connaissez bien, organisateur de ce Grand Prix ACF Autotech. Et enfin, la classe biberon, on pourrait dire ça comme ça, puisqu'on a deux jeunes géniaux qui vont faire le 4L Trophy. Le 4L Trophy, c'est pas seulement conduire une 4L, c'est un raid humanitaire qui va traverser la France, l'Espagne et le Maroc. Élie Delarmina et François-Xavier Hérande seront en notre compagnie. On vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix qui font rouler la France et on est ensemble jusqu'à 20h. Les vraies voix Sud Radio. Et on démarre par ce coup de gueule avec Pierre Chasseret qui est avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir Pierre Chasseret. Bonsoir. Salut toute l'équipe. Avec cette nouvelle qui tombe, cet arrêté qui instaure dès lundi au centre de Paris une zone de trafic limité, donc dans cet hypercentre. Et là, ça va râler quand même. Ouais, mais c'est plus que râler. J'ai l'impression qu'à la mairie de Paris, on s'arrête jamais. On n'est jamais en pause. Après le périph' à 50, fallait la trouver quand même cette combine. D'ailleurs, on a lancé une petite pétition en ligne qui s'appelle Pas des escargots, parce que là, je pense que la mairie de Paris nous confond avec des escargots. Mais j'ai peur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne se passe plus une seule semaine sans que la ville de Paris ne mette en place une mesure grotesque contre les automobilistes. Parce que la ZTL, je vais vous expliquer ce que c'est que cette zone à trafic limité. Après les ZFE, les ZTL, oui. Moi, j'appelle... Philippe, tu vas aimer. tu vas aimer, parce que ça, c'est grandiose. En fait, c'est une zone dans laquelle on n'a pas le droit de rouler, sauf si on a quelque chose à y faire. Alors, j'explique. Vous êtes arrêté par les forces de l'ordre qui vont vous dire, monsieur, c'est une zone à trafic limité dans les premiers arrondissements de la capitale, vous n'avez pas le droit de rouler. Et vous répondez, oui, mais moi, j'ai quelque chose à faire. Et on vous dit, bonne route, monsieur, continuez votre chemin. Qu'est-ce que c'est que cette stupidité totale ? Qu'est-ce que c'est que cette mesure politique qui vise à, je comprends même pas l'intérêt. Mais Pierre Chasseret, est-ce qu'il y a une mesure d'impact qui a été réalisée avant la mise en place de... Oui, et c'est extraordinaire. Parce que l'étude d'impact qui a été réalisée pour une fois que la ville de Paris fait une étude d'impact, l'étude d'impact dit attention, ne faites pas ça parce que vous allez réduire la pollution effectivement un tout petit peu dans les premiers arrondissements de la capitale, c'est à la marge. Et les augmenter ailleurs, exploser partout. Oui. Exploser, c'est une explosion de la congestion, des embouteillages, des temps de parcours, des émissions polluantes. Bref, dans le genre en mesure stupide, on pouvait faire mieux le périph' à 50, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose. Mais Pierre Chasseret, quand on lit ce qui va se passer, vous l'avez dit, on va vous arrêter dans les jours à venir. Ah bah tiens, je vais au théâtre, tiens, je vais acheter, je sais pas moi, un meuble. Mais après, d'après ce que j'ai lu, il va falloir s'inscrire sur Internet pour dire, par exemple, voilà, je vais aller à tel magasin pour acheter telle chose. Si vous arrivez que telle chose vous plaît pas, bien sûr, on n'est pas chez les dingues là, où c'est Uburois ou plutôt Big Brother. Mais non, parce que le problème, c'est que t'as pas compris. Et il faut expliquer à tous ceux qui nous écoutent comment ça fonctionne. En fait, les forces de l'ordre en France, vraiment le gros de leur boulot, c'est évidemment de surveiller si on va chez acheter un meuble ou un pain au chocolat. Non mais, je veux dire, on est dans une totale stupidité. Pardonnez-moi, mais là, c'est de la totale débilité au sens profond du terme, c'est-à-dire débilité au sens faiblesse intellectuelle. Parce que mettre une telle mesure, c'est stupide. Je vous coupe, Pierre Chasseret. Moi, je pense forcément aux transports, aux artisans qui vont devoir travailler. Déjà, c'est très compliqué de rentrer dans l'hypercentre. Ça veut dire que là, ils vont devoir justifier. Voilà. Oui, il va falloir dire je vais chez Madame Trucmuche, c'est-à-dire je vais chez Madame Trucmuche et si j'ai oublié de passer sur le site internet pour me préinscrire, une amende. Mais je vais rassurer tout le monde. Il y aura,
On peut parier qu'il y aura une journée de verbalisation, filmée un petit peu, et puis après ce sera fini. Par contre, je vais donner une bonne idée à Madame Hidalgo et à toute son équipe. Oh, je crains le non, mais pire. j'ai une super idée. Non, une super idée. Moi, je propose, parce que je l'ai fait avec l'association et on va bientôt publier les résultats, c'est magnifique. Moi, je propose à la ville de Paris de poster la police municipale au niveau des feux tricolores. Et là où n'ont pas le droit de passer les cyclistes, normalement, je ne parle pas de ceux où il y a un panneau qui les autorise à passer. Non, eh bien, de verbaliser les cyclistes qui passent, par exemple, je sais pas, avec des écouteurs dans les oreilles, ou tiens, pourquoi pas quand ils grillent les feux, ou le téléphone à la main, on l'a vu aussi. Oui, ou le combo, c'est-à-dire le vrai. Désolé, mais là, je vais faire bouger la France, mais pour une fois, on va envoyer lourd. Le vrai idiot, parce que j'ai un gros mot qui vient à l'esprit, mais qui passe avec le combo de tout, c'est-à-dire au téléphone, en grillant un feu, et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, avec ses oreillettes dans les oreilles. Là, on est au top. On est au top. Et un enfant derrière. Vous connaissiez les ZFE, les ZTL, je pense qu'il va falloir créer les ZEMA. Vous savez ce que c'est? Non. Les zones d'emmerdement maximales des automobilistes. Je pense que ça, un cerveau fécond, en un seul mot fécond bien évidemment, va le créer dans pas longtemps. Merci beaucoup Pierre Chasseret d'avoir été avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Et peut-être qu'on a une solution pour vous, justement, pour rentrer dans l'hypercentre. Peut-être que cette solution s'appelle Microlino. On va en parler dans un instant avec Rémi Dumont qui est avec nous, directeur général de cette belle jolie marque suisse et fabriquée en Italie. On en parle dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et on est très heureux de vous retrouver, les vraies voix qui font rouler la France, jusqu'à 20h avec Philippe David. Et on va vous parler d'une petite automobile. Alors, la pub dit Microlino, ce n'est pas une voiture, mais ça y ressemble. On va en parler tout de suite avec notre invité Rémi Dumont, qui est directeur général de Microlino France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tout le monde ne connaît pas encore cette marque Microlino et elle mérite d'être connue. Comment est née cette... D'abord, c'est une affaire familiale. Tout à fait. Donc voilà. Microlino, c'est... Mais oui, vous parlez très fort, mais j'adore. D'abord et avant tout, une société suisse qui s'appelle Micro et qui est une société d'un entrepreneur qui a fondé fin des années 90 cette société pour créer la trottinette pliable en aluminium. Oui, et donc cette société a eu un immense succès avec plus de 90 millions de trottinettes vendues dans son histoire. Et puis depuis quelques années, c'est les deux fils du fondateur qui s'appellent Marlin et Oliver Botter qui ont décidé de porter ce projet Microlino pour écrire en fait un nouveau chapitre de l'histoire de l'entreprise familiale en amenant une nouvelle catégorie de véhicules et un peu comme leur père qui avait fait quelque chose entre la marche et le vélo, apporter une solution qui soit entre le deux roues et la voiture. Alors, c'est une affaire suisse, mais vous fabriquez en Italie. Ouais. À Turin, qui est quand même le berceau d'une marque de voitures mythique de petite, on peut la citer, qui veut dire usine italienne automobile de Turin. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi avoir fait en Italie? Pour cette raison, en fait, pour cette bonne et simple raison, c'est-à-dire l'industrie automobile suisse n'est pas spécialement reconnue dans le monde, alors que là, en Italie, juste à côté, il y a une expertise automobile qui est énorme, avec de la main-d'œuvre qualifiée et disponible au vu de ce qui s'est passé sur les 20 ou 30 dernières années. Et donc, il y avait vraiment un berceau là pour lancer l'industrialisation de la Microlino et c'est pour ça qu'ils ont choisi cette région. Alors, on va parler de choses qui fâchent puisqu'on dit qu'en matière de rentabilité, il se pourrait que cette voiture soit délocalisée, en tout cas la fabrication. Est-ce que c'est possible? Alors, à ce stade, c'est pas une réalité qui sera dans le court ou le moyen terme. En revanche, effectivement, il y a des discussions avec des investisseurs étrangers. L'enjeu aujourd'hui, ça va être de rendre ce véhicule un peu plus accessible et donc de trouver comment on va pouvoir baisser le coût. Oui, c'est ça. Je pense que ce sera une autre version, un autre modèle. Ouais. Le modèle avec lequel on s'est lancé, qui restera le modèle phare de la marque, il continuera dans tous les cas à être construit avec les mêmes standards de qualité qui nous sont chers et en Europe, puisque c'est aussi quelque chose sur lequel on insiste beaucoup. Alors la Microlino émet 60% de gaz à effet de serre de moins à la production qu'une autre petite voiture électrique équivalente. Comment faites-vous pour descendre à ce niveau ? Alors c'est juste une question de masse. Donc en fait les émissions à la production, elles sont liées à deux choses.
la masse du véhicule hors batterie, Oui. c'est à peu près 50%, et le reste, c'est la taille de la batterie. Oui. Et donc, nous, on a un véhicule qui fait 535 kilos. Ah oui. C'est votre poids, Comprenant la batterie. Non, ça c'est avant de maigrir. Ah oui, d'accord. Et donc, en fait, on a un véhicule qui est à peu près 3 fois plus léger qu'une citadine électrique. Une batterie qui est aussi plus petite, mais qui répond en fait aux usages réels que font les gens au quotidien. C'est-à-dire, on a rarement besoin de ces 600, 700, 800, parfois 1000 km maintenant d'autonomie qu'offrent les grosses voitures électriques au quotidien. La distance moyenne pour un Français au quotidien, c'est 35 km. Ah oui. Ah oui. Et donc, elle les fait largement. Alors, elle s'inscrit dans la catégorie des quadricycles lourds, donc elle n'est pas considérée comme une voiture, même si on parle de voiture. Donc, tout à fait. C'est une catégorie qui a été créée. Et chez Microlino, il y a 2 modèles. Il y a un modèle sans permis, donc quadricycle léger. Oui. Et donc qui roule jusqu'à 45 km/h, qu'on peut conduire dès l'âge de 14 ans. Qui s'appelle la Microlino Light. Exactement, donc la Microlino Light, qu'on a lancée ici au début de l'été. Et puis le modèle de départ, qui est la Microlino, qui elle est un quadricycle lourd, qui roule jusqu'à 90 km/h et pour lequel il faut un permis de conduire, ou un permis B1, qu'on peut passer dès l'âge de 16 ans. Mais ça veut dire que dans ce qu'on vient d'évoquer avec la mairie de Paris, dans l'hypercentre, ça veut dire qu'elle pourra avoir accès à cet hypercentre ? Alors, j'ai pas encore eu tous les détails. Ouais, mais il se pourrait, si mais c'est pas de il voiture. se pourrait effectivement qu'on puisse avoir une dérogation pour ces zones à trafic limité. Alors, Aubaine, ce serait une aubaine pour vous, en tout cas. Ce serait une aubaine, tout à fait. Et je pense que effectivement, dans l'hypercentre, il y a probablement plus la place pour ce genre de micro-voitures électriques que pour des très grosses voitures. Ça règle des problèmes de parking, ça règle des problèmes aussi à l'actualité récente, et là pour nous le rappeler, de cohabitation avec les 2 roues, puisqu'en fait on a un motel qui est aussi beaucoup moins large et beaucoup moins effrayant pour tous les usagers faibles sur les voiries. Alors une chose importante, moins 60% de gaz à effet de serre en termes de production, et vous consommez également 70% de moins d'énergie à l'usage qu'un véhicule équivalent. C'est dû au fait que vous avez fait un choix technique, châssis acier, carrosserie aluminium. C'est-à-dire pour atteindre ce poids avec une légèreté de la carrosserie plus une rigidité du châssis. Exactement. Et en fait, c'est majoritairement la légèreté. Donc nous, la plage d'usage de la voiture, elle est principalement en zone urbaine, à vitesse faible à modérée. Et effectivement, à ces vitesses, l'aérodynamique joue peu. C'est principalement le poids de la voiture qui demande de l'énergie pour la faire avancer. Et le véhicule étant 3 fois plus léger, effectivement, il consomme à peu près 3 fois moins d'électricité qu'une voiture électrique. Alors, elle a un design particulier. On sent que les produits sont de qualité. À qui elle s'adresse, cette voiture ? Parce que, vous l'avez dit au début, on est quand même aux alentours de 20 000 €, enfin en moyenne. Est-ce que c'était une jeune génération ? Est-ce que c'est homme, femme ? Est-ce qu'elle s'adresse à qui ? Alors, mon rêve, c'est qu'elle s'adresse à tout le monde. Oui, j'imagine. Puisque on va prendre les commandes. Exactement. Ah oui, avec grand plaisir. Vous avez du bol, il y a du monde dans le studio. Mais non, plus sérieusement, le modèle sans permis s'adresse aux gens qui n'ont pas le permis et qui ont besoin d'un moyen de mobilité. Ou qui l'ont perdu. Et donc ça, en général, c'est plutôt des populations rurales, là où les distances sont un peu trop grandes que pour être faites en vélo, à pied ou en scooter, et où l'offre de transport public n'est pas toujours suffisamment développée. Pour le modèle avec permis, là, on vise une clientèle qui est plutôt urbaine et périurbaine, en remplacement de la voiture principale sur les trajets où les gens sont seuls ou à 2, sur des distances relativement faibles, et à des vitesses modérées, ce qui est le cas en fait en ville et en première couronne. Et donc, on répond, je pense, à une majorité des usages des automobilistes aujourd'hui. Il y a quand même des couleurs, on voit qu'il y a quand même des couleurs, c'est un peu plus chic que ce qu'on voit d'habitude. Exactement, parce qu'on veut donner envie. En fait, on veut donner envie aux gens d'aller vers ces micro-véhicules. Historiquement, c'est, je pense, une catégorie qui était relativement peu sexy et plutôt utilitaire. Là, nous, on veut donner envie à des gens
qui pourraient rouler dans une vraie voiture, de se tourner vers une micro-voiture. Et pour ça, on a besoin de rendre le produit qualitatif, mais aussi sexy. Alors, si vous avez un très grand chien. Exactement. Alors, j'ai un collaborateur qui a un très grand berger allemand qui rentre sans aucun problème dans le coffre. Il se balade avec tous les week-ends et son berger allemand est ravi. Écoutez, très bien. Si même le berger allemand est satisfait d'une voiture italienne, que demande le peuple? Alors, au Salon de l'Auto de Paris, vous avez présenté la Microlino Spiaggina. Oui, je prends l'accent. C'est une voiture de plage. Parlo italiano aussi, signora. Elle a été inspirée par la Méhari et la Fiat 600 Jolly. Alors on se souvient tous de la Méhari en France, mais la Fiat 600 Jolly, c'est une voiture vraiment de plage. C'est ça qui a été l'inspiration. C'est une voiture néo-rétro. Exactement. Donc l'inspiration, c'était l'envie de faire une Microlino qui soit adaptée à l'été et effectivement au bord de plage, aux zones littorales. Ce sera une série limitée, c'est pas là-dessus qu'on va faire où sont nos ambitions commerciales pour les 5 prochaines années. Oui, c'est le petit grain de folie en fait de la marque. Exactement, mais c'est de pouvoir ramener un modèle complètement ouvert sur l'extérieur qui soit ultra sympa. Et on sait que les zones balnéaires, pour le coup, sont aussi des zones où il est très difficile de se garer, où il y a beaucoup de congestion. Et donc, un petit véhicule, un très petit véhicule peut... Exactement, 2,52 m de long, 1,47 m de large. Ouais. Et dans la plupart des places de parking, on rentre perpendiculairement au sens de la marche. Ah oui, ça c'est plutôt pratique. Donc on a vraiment besoin de très peu d'espace pour se garer. Exactement. On a l'habitude d'avoir des concessions un petit peu partout quand on achète une voiture. Vous, votre modèle de vente, c'est quoi? Alors c'est le même, on s'adosse à des concessionnaires déjà existants. D'accord. Et en fait, on vient créer un corner dans leur concession. Aujourd'hui, on a 9 partenaires sur 14 sites. Et en fait, on développe ça, c'est l'activité principale. Quel type de partenaires? Qui sont-ils? C'est des partenaires automobiles, en général des groupes qui ont une belle empreinte régionale. Le groupe Jeanlin, qui est très connu sur les Savoies, le groupe Bauer sur la région parisienne. Pour citer que 2 exemples, le groupe Cavallari sur la Côte d'Azur qui a une belle empreinte, beaucoup de sites qui couvrent l'ensemble du littoral. Oui. Et voilà, nous on continue à développer ce réseau. C'est quelque chose sur lequel on travaille tous les jours. Vous auriez pu faire comme la Citroën, vous a coquiné à une marque un peu disruptive. Alors pour Citroën, c'était simple parce qu'ils avaient le réseau Citroën. Ouais. Pour nous, on a décidé plutôt de créer notre propre réseau. Et d'aller convaincre chaque groupe de distribution séparément. Alors ce qu'il y a de très ludique, c'est qu'on rentre dans la voiture par le capot. Racontez-nous, parce qu'il y a 2 places plus un coffre. Exactement, donc la porte s'ouvre et j'encourage, malheureusement on n'a pas l'image, j'encourage nos auditeurs à aller voir sur internet. Mais donc l'entrée se fait par la porte avant, un peu à l'instar de ce qui se faisait sur les BMW Isetta dans les années 50 qui ont servi d'inspiration pour ce modèle. Et on trouvait ça très original en fait. Il y avait le besoin d'avoir un choix fort sur le design pour rendre le véhicule très attractif. Et donc effectivement ça plaît à une immense majorité de gens. Il y a des gens qui n'aiment pas. Mais comme pour tout, quand on fait des choix de design radicaux, on a forcément des gens qui aiment et des gens qui n'aiment pas. Alors, on va pas vous demander combien vous en avez vendu au salon, mais est-ce que vous sentez déjà qu'il y a un engouement? Alors, l'engouement, il est terrible. Sur le salon, c'est un défilé de gens qui veulent s'asseoir dans le véhicule, qui n'ont jamais vu ça. En fait, c'est une curiosité. Aujourd'hui, on est très tôt dans l'histoire de la marque, donc on était au salon pour se faire découvrir encore par une grande partie du grand public. Mais vous auriez pu avoir déjà un carnet de commandes. Mais on a un carnet de commandes, les premiers véhicules sont livrés, donc on s'est lancé en France en juillet 2023, effectivement, on a déjà beaucoup de clients satisfaits qui ont leur Microlino en main sur la route, un carnet de commandes à livrer dans les prochaines semaines et on continue de le remplir tous les jours, donc on y travaille. Et vous avez lancé Microlino Rent et vous allez lancer le Microlino Custom Programme. Expliquez-nous. Exactement, donc Microlino Rent, c'est une solution de location court terme qui va de 1 jour à 3 ans, mais plutôt sur de la courte durée, qui permet aux gens soit d'avoir un véhicule original pour une occasion, soit de tester notre véhicule pendant plusieurs jours avant de décider de l'acheter. Et puis le custom, effectivement, c'est un véhicule, on a de la demande en fait pour avoir d'autres couleurs extérieures, même si je pense qu'on a déjà un catalogue de couleurs très sexy. Flashy. Mais on a eu des demandes pour des Microlino roses, des Microlino jaunes, ce qu'on sera en mesure d'offrir début de l'année prochaine. Et on est également, nous, en train de travailler sur des intérieurs
customisable également. Merci beaucoup Rémi Dumont d'avoir été avec nous, directeur général de Microlino France. Et on vous incite à aller voir sur leur site internet. Ça devrait vous interpeller positivement. Merci mille fois d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Une petite pause, on revient dans un instant et on est avec vous jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, station multiservice. Vous est présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions station-e.com. Et Alain Brière est avec nous, maire de Julouville. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur le maire, une ville avec une politique de transition écologique assez forte. Alors vous avez souhaité accompagner la décarbonation des transports, entre autres par la voie de la voiture électrique. Et sur le sujet des bornes, aujourd'hui, on en est où avec vous ? Bien écoutez, aujourd'hui Julouville, c'est une petite commune, une station balnéaire dans la baie du Mont-Saint-Michel, à 17 km à vol d'oiseau du Mont-Saint-Michel. En voiture, c'est un peu plus long. Évidemment, il faut faire le tour. Et de plus en plus, nous avons des touristes qui viennent en voiture électrique. Oui. Et disons, si on veut les amener, si on veut les attirer, parce que notre développement économique, c'est le tourisme et le tourisme, il faut donc s'adapter à cette décarbonation de nos véhicules. Et donc, nous avons mis en place une borne de recharge rapide avec Station E. Alors, je vais vous expliquer seulement la démarche que nous avons eue. Oui. Nous avons un festival des Grandes Marées qui est assez réputé dans le coin, et nous avions un transformateur. Donc, qui marchait parce que je ne voulais pas de groupe électrogène. Donc, on a mis un transformateur, mais 11 mois dans l'année, il ne servait pas. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas une borne de recharge rapide pour que les étrangers puissent venir recharger vite et faire le tour très vite de la commune. Et donc, nous avons appelé un opérateur et en particulier Station E. Que pensez-vous des investissements privés ? En quoi la cohabitation publique-privée est essentielle pour votre ville ? Eh bien, écoutez, nous aurions eu un investissement public. Nous étions obligés de faire un schéma. Nous étions d'ailleurs dans la réflexion d'un schéma directeur des investissements pour les recharges électriques. Bon, on met un cabinet, on met du temps. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne serions pas encore avec une borne de recharge rapide. Et donc, je préfère avoir un opérateur privé qui peut nous répondre tout de suite à nos besoins. Et en plus, pas de coût pour la ville avec ce nouveau service, c'est ce qui est aussi l'intérêt. Oui, c'était l'intérêt, c'est l'investissement. Donc, nous avions un transformateur, l'opérateur s'est branché, et en plus, d'après ce que j'ai compris, je ne suis pas un pro dans les prix, le prix est assez compétitif puisque je crois que c'est 36 centimes et c'est relativement peu cher par rapport à des tarifs qu'on voit sur l'autoroute. Ouais. Et sur ce badge universel, aujourd'hui, c'est vrai que quand on est touriste, on arrive avec un badge, c'est jamais la bonne borne. Là, on est sur un badge universel, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique et en même temps, ce badge peut servir pour les autres bornes électriques d'autres concurrents, etc., qui existent de tous les partenaires. Voilà. Quels sont, Alain Brière, les retours d'expérience dans la ville, intérêt, impact pour les autres en matière notamment de transition énergétique et de numérique ? Bien, écoutez, la population est très sensible à la transition numérique. Oui. Et en même temps, nous sommes une ville balnéaire et en même temps l'hiver assez âgée, notre âge, il y a des retraités, etc. Donc on essaie de s'adapter à éviter cette fracture, etc. Donc on a mis en place quelque chose. On s'adapte aussi, je dirais, à la transition écologique submersion marine. Donc on a canalisé toutes les eaux pluviales en ce moment, c'est d'actualité d'ailleurs. Bon, mais même si jamais on n'est pas à l'abri de tout là-dessus. Donc on a mis également en place plein de LED et on vient récemment de terminer une belle piste cyclable qui permet de relier la commune à Granville et demain à Mont-Saint-Michel. Eh ben, ça donne très envie d'aller dans cette belle commune. Ça s'appelle Julouville. Merci beaucoup, Alain Brière. Vous êtes le maire de cette belle commune. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt. À bientôt. Au revoir. Sud Radio, station multiservice. Vous a été présenté par Borne Électrique Station E et son badge universel pour des usagers libres et heureux. Informations et conditions station-e.com.
Et comme tous les ans, ce beau partenariat avec Sud Radio, le lancement de l'appel à candidature du Grand Prix ACF Autotech avec Richard de Cabrol qui est avec nous. Bonjour. Bonsoir. On est ravis de vous accueillir. Alors c'est la 8e édition. Voilà, elle a été créée pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Pourtant, on en parle assez souvent. La genèse, c'était quoi au début? La genèse, c'était parti d'un club automobile d'une grande école qui s'appelle l'ESSEC, oui, et qui s'est joint à d'autres clubs d'anciens orientés auto. Oui, effectivement, le micro n'était pas tout à fait près de moi, mais je ne savais pas si je pouvais déplacer les éléments de la table et refaire la déco. Donc maintenant, c'est bon. Si, ça vaut un truc qui vous plaît pas, vous repeignez. Donc effectivement, c'était parti de ces groupements de professionnels de l'automobile, et on voulait aussi un très bel endroit et un peu historique de l'automobile, qui est l'Automobile Club de France. C'est là où l'Automobile Club de France a été la maison de l'automobile. Maintenant, elle peut devenir la maison de l'autotech. Alors c'est beau, oui. Il y a 3 prix. Ça fait 8 ans que je le dis, j'ai bien répété. Il y a 3 prix. Le premier, c'est le Grand Prix ACF. En quoi consiste-t-il ? Alors, le Grand Prix ACF récompense les startups qui ont un grand développement. Il y a 2 prix. Un prix pionnier qui récompense les startups qui débutent, qui ont parfois 6 mois d'existence, 1 an d'existence, qui sont des levées de fonds qu'on appelle seed, c'est-à-dire un peu moins d'1 million d'euros de levée de fonds. Le Grand Prix, c'est vraiment pour celles qui ont déjà levé 1 million, qui ont déjà un peu de chiffre d'affaires, qui ont déjà un produit qui se vend. Donc ça, c'est pour abouti, en fait. Voilà, c'est tout à fait. Et donc, en finale, il y a 3 startups dans le Grand Prix, 3 startups dans le prix pionnier, et elles concourent chacune pour gagner. Mais là, on n'en est pas encore là, on est à l'appel à projet. Et l'appel à projet, qu'est-ce qu'on rentre comme type de dossier, par exemple? Alors, type de dossier, c'est là où on aime se laisser un peu le droit au hasard, parce que l'innovation, c'est par principe quelque chose qu'on ne connaît pas. Et on a établi des grandes lignes que sont la fabrication, la conception, l'usage et la commercialisation de l'automobile. Donc, toute start-up qui entreprend dans ce domaine, n'hésitez pas à candidater. Et si vous, auditeurs, vous connaissez un entrepreneur qui serait intéressé, partagez-le autour de vous. Parce qu'il ne reste plus qu'un mois. Il reste un mois, c'est jusqu'au 29 novembre, je crois, la deadline, je crois, comme on dit en anglais, ou date limite, je sais pas, la date butoir, on dit en français. Je suis quelqu'un de gentil, parfois je laisse traîner la plateforme, mais parfois je suis méchant, je ferme. C'est ça, donc peut être 29 novembre hors taxe. Tout à fait, voilà. Ensuite, ça peut être décalé d'1 jour ou 2. Est-ce que quand vous regardez le paysage finalement de l'innovation automobile, est-ce que ça s'accélère, est-ce que ça se ralentit, est-ce qu'on est à chaque fois en disant mais comment n'avons-nous pas pensé à cette idée-là? Alors, est-ce que ça s'accélère ou ça ralentit, ou est-ce qu'on a pensé à cette idée-là? Je ne sais pas si j'arriverai à corréler dans ma réponse, mais en tout cas, est-ce que ça s'accélère? Pas forcément, mais en tout cas, ça se maintient. Aujourd'hui, on est dans un contexte où les constructeurs réduisent leurs coûts, où on annonce des warnings sur les bénéfices et sur les profits. Et pourtant, aucun de nos partenaires n'a décidé de quitter le Grand Prix ACF Autotech. Et en fait, ça montre qu'on cherche toujours un investissement fort dans l'innovation, parce que c'est ça qui maintient la compétitivité par rapport aux constructeurs étrangers. D'ailleurs, je pense que les auditeurs de Sud Radio sont très sensibles à la survie de nos constructeurs. Donc, au-delà de simplement la chose technologique, parce qu'on peut dire, je viens parler de choses scientifiques qui n'intéressent que les entrepreneurs, mais non, je pense que vos auditeurs, ils sont vachement intéressés à se dire, les constructeurs vont survivre face à la concurrence étrangère. Et comment on est justement, nous, dans l'innovation, dans la technologie, par rapport à nos voisins? Alors, je pense qu'on n'est pas inférieur. Je veux dire, nos voisins ont quand même recruté des personnes qui travaillaient chez BMW, qui travaillaient chez Renault pour innover dans leur pays. Donc la compétence et l'innovation, on l'a sur notre territoire. La question, c'est est-ce qu'on veut donner le bac à sable à ceux qui ont l'intelligence dans nos pays pour faire ce qu'il faut, ou est-ce qu'on veut les restreindre, les réglementer avec des règles toujours plus contraignantes? Parce que finalement, qu'est-ce qui nous différencie des États-Unis et de la Chine? La Chine, elle a commencé à construire sa filière automobile électrique à partir de rien. Nous, on a tenté de changer une filière thermique petit à petit, progressivement, pour ne pas provoquer trop de remous. De l'autre côté, les États-Unis sont en avance sur l'IA et sur le véhicule autonome, parce qu'ils ont mis tout de suite le véhicule sur les routes sans faire des espèces d'expérimentations à la Défense et à Nanterre sur des terrains où il y a juste des piétons qui passent et ça sert à rien. Voilà. Alors une chose, la finale, ce sera le 2 avril à l'Automobile Club de France. C'est le Graal pour les startups qui vont être candidates. Comment est-ce qu'on atteint la finale? Une fois qu'on a candidaté, comment ça se passe? La sélection, puis les qualifications. Alors là, on commence à rentrer dans la moulinette du tri. Alors
l'année dernière, il y avait eu 94 candidatures, hein, donc il y en a moins de 100. C'est énorme quand même. Mais c'est assez énorme, mais il y a quand même 6 finalistes sur 90 candidatures à peu près, ou parfois 75. Donc c'est quand même un bon ratio de succès. Quand on peut revenir d'une année à l'autre? Non, absolument pas. Alors on peut revenir d'une année à l'autre. On a déjà eu 2 fois le même finaliste, par 2 fois d'ailleurs. Et on peut revenir dès lors qu'on n'a pas gagné le Grand Prix. Parce qu'on a gagné le Grand Prix, ça sert à rien de revenir, d'autant plus qu'on revient dans le jury quand on a gagné le Grand Prix. Donc on est dans le jury. Donc on revient chaque année. Et on revient pendant 5 ans, on revient 5 fois. C'est-à-dire que même si l'entrepreneur coule sa start-up entre-temps, on fait confiance parce que l'échec, ça fait partie de la vie de l'entrepreneur et il a le droit de revenir. Donc on peut revenir, on peut recandidater et surtout, donc le process, c'est à partir des candidatures, on fait un premier tri, ça envoie en demi-finale. La demi-finale, c'est la sélection la plus dure du Grand Prix. 15 minutes, 20 minutes de pitch devant des experts, des directeurs scientifiques. C'est pas le jury de finale. Le jury de finale, c'est un jury de prestige. Le jury de demi-finale, c'est un jury d'experts. Et je peux vous dire que le pire moment des startups, c'est pas la finale, c'est la demi. Ah ben dis donc, il est rodé son discours. Ah oui. Richard de Cabrol, où sont les femmes ? Alors les femmes, on en a récompensé beaucoup, quasiment une par an. Il y a juste une année, on n'a récompensé que des hommes. Donc c'est plutôt un succès pour... Venez. Ah oui, tout à fait. Il faut savoir que sur les 3 finalistes du Grand Prix ACF l'année dernière, les 3 avaient une femme entrepreneuse qui avait fondé ces startups. Et c'est la première fois qu'on avait 50% de femmes en finale. Eh bien écoutez, c'est magnifique. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. C'est donc l'appel à candidature du Grand Prix ACF Autotech. On va sur le site internet. On a la réponse. Et d'ailleurs, nous avons aussi l'association Wave qui rentre avec Elisabeth Young dans le jury. Donc les femmes sont bien là. Et voilà, Richard de Cabrol était avec nous, organisateur de ce Grand Prix ACF Autotech. Dans un instant, c'est un couple de garçons qui a décidé de faire le 4L Trophy au profit d'associations. Ils ne savent pas à quoi ils s'attendent, mais à mon avis, ça va être rigolo. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Et les vraies voix qui font rouler la France ce soir avec Philippe David, on est ensemble jusqu'à 20h. On va parler d'un équipage. D'un côté, Élie de l'Armina qui est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. De l'autre côté, François-Xavier Errand. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et aussi Alexandre Lehete qui est avec nous, agence La Forêt Saint-Non-Labroche-Tèche, puisque vous avez décidé, messieurs, de partir et de faire un raid humanitaire qui part de la France pour arriver au Maroc. Ça s'appelle le 4L Trophy. Alors déjà, qui commence? Vous, ouais, allez-y. Le principe, c'était quoi? Racontez-nous le principe du 4L Trophy. Déjà, on a bien compris qu'avec Philippe David, on était out parce que c'est 28 ans max. Vous parlez pour vous. C'est clair, voilà. Je ne parle pas d'âge mental. Donc, le principe, c'est quoi? Alors, le principe, c'est un raid humanitaire qui part de Biarritz et qui va jusqu'à Marrakech. Et le but, c'est d'amener des affaires scolaires aux enfants marocains pour l'association Enfants du désert avec des Renault 4L. D'accord, ok. Alors, vous avez créé une association, le nom est très bien trouvé d'ailleurs, 4L Piston. Alors piston, c'est pour se faire pistonner ou c'est une pièce clé du moteur. Alors comment est-ce que vous avez créé cette association? C'est celle qui vous a permis d'avoir votre 4L ou votre R4, parce que le nom c'est les R4 mais on l'appelle 4L Trophy pour l'avoir. Expliquez-nous, Élie. Alors, effectivement, quand on commence à faire le 4L Trophy, on se rend compte qu'il faut en réalité monter tout un projet parce que il faut acheter la 4L et puis il faut la préparer pour qu'elle aille dans le désert parce qu'une Renault 4L, je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Ah oui, parce que tout le monde pense que c'est fourni, donc c'est pas du tout fourni, c'est-à-dire qu'il faut démarrer de zéro. Okay. Eh bien écoutez, je vais vous dire que dans les dunes de sable, c'est pas jojo. Donc il faut la préparer, il faut l'acheter, etc. Et pour ça, il faut des sponsors et pour ça, il faut un cadre. Donc effectivement, on a créé notre association. On a créé un compte bancaire, on a fait toutes les démarches. Et maintenant, eh bien, on est bientôt prêt à partir. Voilà. Et quand vous dites la préparer, c'est-à-dire la préparer comment? Parce que vous êtes aguerri, vous travaillez dans l'automobile. On travaille. Moi, je m'y connais pas vraiment, mais ça fait aussi partie de l'aventure de se former. Et donc, on est évidemment en partenariat avec un garagiste qui nous apprend les joies de la mécanique et notamment, en fait, il y a tout un châssis, des plaques à mettre sous la 4L, etc. Pour pas qu'elle se prenne les dunes. Il y a des manipulations à faire parce qu'elle tombe souvent en panne. Donc, on a dû se former effectivement et on
on a dû apprendre un peu à réparer ça. Mais comment vous l'avez trouvé? Parce que la dernière 4L, je crois, est sortie de chaîne en 1990, il me semble. Exactement, à peu près, de l'usine de Novo Mesto en Slovénie, je vous le fais de mémoire. Alors, trouver une voiture qui a 35, 40, 50 ans, comment vous avez fait? Vous avez... François-Xavier. Exactement, on a eu la chance d'avoir des amis qui ont fait le 4L Trophy l'année dernière. Déjà, vous avez des amis, ça c'est une bonne chose. Exactement, d'où le piston, qui nous ont donné la 4L et voilà, il fallait la repréparer un peu pour qu'elle reparte sur les dunes du Maroc. Et piloter, parce que rouler sur les dunes, c'est du pilotage, hein, on est d'accord? Parce que c'est pas là. Voilà. Ouais, ça ressemble plutôt à du surf. Ouais, mais comment vous fonctionnez? Parce que c'est comme, enfin, pour ceux qui ne savent pas, le sable, c'est presque comme de la glace. Donc vous avez pris des cours de pilotage, vous êtes entraîné, comment ça se... Alors, ou c'est à l'arrache? Alors, le 4L Trophy, c'est pas complètement à l'arrache, mais à peu près. Ça fait aussi partie de l'aventure. Alors, en réalité, il y a des pistes dans le désert. Donc, on va pas être... parfois, on sera vraiment complètement dans le désert avec les dunes, avec le sable, et on peut s'embourber. Donc, effectivement, c'est un peu dangereux. La plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Et pour l'entraînement, on sera surtout en fait aidé par les autres trophistes qui vont nous aider, qui nous ont un peu appris à manipuler, à faire des petits virages à droite, à gauche. Qui vont vous aider, c'est ce que vous croyez. Qui nous ont déjà donné des conseils en tout cas pour s'en sortir. Alors, Alexandre Lehetef, vous êtes le patron de l'agence La Forêt à Saint-Nom-la-Bretèche. Oui. Ces deux jeunes hommes sont en école d'ingénieur, donc un cerveau bien fait. Vous vous êtes dit en les voyant, ils sont frappadingues ou ils sont géniaux? Moi, je pense qu'ils sont géniaux, mais après, on peut se tromper. En les voyant samedi matin débarquer dans l'agence, je me suis dit c'est absolument génial. Ils m'ont présenté, déjà j'ai aimé la démarche. Ils ont fait du porte-à-porte, venir, écoutez, voilà mon projet, on est en école d'ingé, on veut partir à l'aventure, c'est formateur, etc. etc. Je dis c'est absolument génial, expliquez-moi comment ça marche. On cherche des stickers, des machins, des sponsors, très bien. Et je les ai rappelés l'après-midi, je lui ai dit attendez, votre truc c'est super. Et je leur ai expliqué pourquoi, je trouvais ça génial. Et je trouvais, attention au micro, restez au micro. Et que je trouvais que c'était vraiment très en phase avec les valeurs qui sont les nôtres dans notre façon de travailler au quotidien avec l'équipe. De quoi, l'équipe, le team spirit, comme on dit? Le team spirit, l'équipe, mais aussi cette dimension humaine en fait qu'on a nous dans notre métier. Ça c'est une première chose. La notion de performance qu'on a dans notre métier, qui vont eux et également à laquelle ils vont être confrontés, l'engagement, et puis cette dimension humanitaire qui est absolument géniale, puis d'aider les jeunes. Donc je les ai rappelés, j'aurais dit écoutez, on part. Vous faites partie de l'équipe de l'agence pendant 5 mois. Vous allez nous faire vivre une expérience incroyable. On va vous expliquer nous ce qu'on fait et on va faire cette aventure ensemble. Voilà. Et sportivement parlant, enfin, se découvrir effectivement un aventurier, parce que c'est quand même une aventure. Il n'y a pas à se cacher. Combien de temps ça va durer? Alors, la course en elle-même, elle va durer environ 2 semaines, mais tout le trajet, et ensuite le retour, parce qu'une fois à Marrakech, il va falloir retourner en France. Tout le trajet, ça va durer au total 3 semaines. D'accord. 3 semaines. Vous descendez en 4L? Oui, exactement. Alors on part de Paris, on part de Saint-Nom-la-Bretèche, on descend jusqu'à Biarritz. D'ici, c'est le début de la course. D'accord. Et ensuite, on va passer, donc on descend en Espagne, on prend le bateau, on fait tout un tour dans le Maroc, donc on va passer dans le désert à Merzouga, et ensuite on va arriver à Marrakech. Et là, c'est la fin de la course. Il faut quand même remonter. Vous avez 21 et 23 ans, une 4L c'est quand même une mécanique très rustique. Oui. C'est pas un peu retour vers le futur pour vous quand vous avez passé le permis sur une voiture avec boîte auto, etc. Non, François-Xavier. Alors c'est très rustique mais très basique finalement. C'est les bases de la mécanique et en fait c'est très facile d'apprendre sur ces voitures-là. Et avec notre garagiste justement, il nous apprend tout ce qu'il faut savoir pour le 4L Trophy. Mais l'engagement, je rebondis sur ce que vous disiez. L'engagement, c'est génial de voir une jeune génération s'engager pour des causes. C'est ça qui vous a poussé à y aller? Alors, ou c'est le mix finalement de tout? C'est effectivement le mix des deux. Surtout, nous, comment on l'a connu, c'est des amis qui ont fait eux-mêmes le 4L Trophy, qui nous ont dit, mais les gars, c'est une aventure extraordinaire, à la fois humanitaire, c'est vrai, et aussi pour nous, faire de la 4L dans le désert, ça n'arrive pas tous les jours. Et donc, c'est une aventure à laquelle, on avait envie de participer, effectivement, un peu pour ces deux côtés. Moi, je sais pas si je suis un grand aventurier, mais en tout cas, ce genre de projet, ouais, ça me motive. Et l'amitié va se révéler forcément pendant les coups durs. Vous savez ça. Exactement, ça fait l'épreuve de l'amitié. Ça fait 5 ans qu'on se connaît. On était en études ensemble depuis le départ. Il y a des gens qui sont mariés pendant 30 ans. C'est pas pour ça que.
Ça ne fera que la renforcer. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, voilà, c'est Élie de l'Armina et François-Xavier Hérande, équipage participant de ce 4L Trophy. Vous partez quand? C'est quel jour? Le 20 février. Le 20 février. En plus, ok, oui, il va bien cailler. En plus, ça va être sympa. On va se réchauffer dans le désert. Vous inquiétez on vous pas. souhaite, et merci en tout cas, merci à votre sponsor Alexandre Le Hétet qui était avec nous, Agence La Forêt, Saint-Nom, La Bretèche. Une belle opération comme on les aime. Et bravo à vous, parce qu'il faut rappeler que chaque année, le 4L Trophy permet à 20 000 enfants d'avoir accès à l'éducation. Et ça, c'est vraiment bravo à vous. Vous êtes géniaux, frappadingues et super sympa. Et quand vous reviendrez, vous viendrez nous débriefer de ce qui s'est passé. Avec plaisir. Et on a